J'ai eu 45 ans il n'y a pas longtemps. Quand on voit les années défiler, on fait un peu le bilan et on se dit « je suis pas là où j'aurais voulu être ». Mais souvent, c'est des considérations un petit peu matérielles. Okay. Est-ce que je suis là où je voulais être professionnellement, matériellement? Est-ce que j'ai une maison, pas une maison? Enfin, voilà, je donne des exemples comme ça. Et on a vite fait de se dire « oh là là, je suis loin ». Okay. Voilà, on a des parcours où c'est pas rectiligne, des fois il y a des petites chutes, etc. Bas, ouais. Et finalement, en y réfléchissant, moi je sais que là où je vois le plus d'accomplissement, c'est le fait d'être utile aux autres. Et de toute façon, vraiment, on a beau réussir professionnellement, matériellement ou autre, si c'est pas utile aux autres, en fait, ça ne sert, sert à rien, pas à grand-chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne M&M, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui construisent, qui inspirent et qui élèvent la communauté. Aujourd'hui, on reçoit une invitée qui a fait le choix de mettre le sport, la discipline et l'utilité sociale au cœur de son engagement. Une femme qui utilise sa plateforme non pas pour se mettre en avant, mais pour transmettre, accompagner et faire du bien. Coach sportive engagée depuis de nombreuses années, connue sous les réseaux sociaux sous le nom de Fétisteur, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui Sylvie et Verena. Merci de m'accueillir. Sylvie, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je sais que je t'ai un peu présenté, mais est-ce que tu peux te présenter en tes mots pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors du coup, je m'appelle Sylvie, j'ai 45 ans. Je suis coach sportive et athlète, donc je pratique l'haltérophilie principalement, mais aussi le crossfit. Ça, c'est pour la partie métier. Je suis maman de 4 enfants. Et sur les réseaux sociaux, du coup, je partage un peu de tout. Donc, du coup, ma passion pour le sport, mais aussi beaucoup mon engagement humanitaire. Ok. Si je peux me permettre, tu fais pas du tout 45 ans. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. J'imagine qu'on te le dit à chaque fois. Tu fais pas du tout 45 ans. Merci au gène de la maman. Ça, c'est ça. Ok. Et du coup, pour toi, ça, c'est comment tu l'expliques? C'est dû au sport que tu fais en général? Alors souvent, quand je donne mon âge, les gens me disent « ah oui, c'est l'hygiène de vie, etc. » On va pas mentir, c'est beaucoup plus de génétique. Dans ma famille, c'est vrai qu'on fait jeune. Après, le sport, ça joue parce que entre mes sœurs, forcément, celles qui font du sport, qui ont une hygiène de vie saine, forcément. Ça, oui, bon. ça rajoute un petit truc, voilà, mais ou peut-être t'es juste humble, tu dis non, c'est génétique, alors qu'il y a beaucoup de choses. Non, c'est vrai que ma maman, elle fait jeune. Ok, on va dire que c'est génétique. Voilà. Super. La première question que j'ai pour toi, Sylvie, tu as commencé par une école de commerce international avant de devenir coach sportive. Comment s'est faite en fait cette transition? Alors en fait, le fait de faire une école de commerce international, finalement, c'était pas vraiment le bon choix. Quand on est jeune, en fait, c'est tôt. Quand on passe le bac, on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie de... On ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On entend des gens qui disent ça tirait bien, et en fait, on se auto-persuade que ça nous irait bien. Moi, j'étais très matheuse et en même temps, j'étais très forte en langue. Mais j'aimais pas l'éco. J'ai quand même pris éco parce que c'était entre les deux. Voilà. Et c'est vrai que moi j'aimais déjà beaucoup l'échange, j'avais envie de voyager. Donc voilà, quand on fait des salons, finalement il n'y a que des écoles ou d'ingénieurs ou de commerce, donc on se persuade que l'école de commerce c'est pour nous. Donc j'ai été diplômée, je travaillais un petit peu dans le marketing. Finalement c'était pas pour moi. Après ce que j'ai appris, ça m'a servi. Mais c'était pas un bon choix en fait, d'orientation. Non, pas du tout. Par contre, le sport, je fais du sport depuis que j'ai 6 ans. Donc ça, mes parents, ils ont toujours tenu à ce qu'on fasse un sport quel qu'il soit. C'était pas de l'haltéro, c'était de la danse classique. Donc rien à voir. Quand je dis aux gens, j'ai fait 10 ans de danse classique. Ah d'accord. J'ai fait de la gym. J'ai arrêté pour faire mes études. Et puis après, j'ai eu mes enfants, j'ai eu 4 enfants. Et c'est quand j'ai eu 30 ans que j'ai eu la 4e, où là, je me sentais fatiguée, etc. Je me suis dit, il faut que je reprenne le sport. Faut se remettre en forme. Donc au début, c'était vraiment que pour moi. Et après, en reprenant, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ce que j'aime. Et moi, comme j'aime beaucoup partager, quand je cherchais des choses par rapport au sport ou au fitness, je partageais sur un blog, sur les forums, etc. Et de fil en aiguille, c'est devenu un blog. Et après, je me suis dit, bah, en fait, il faut se lancer là-dedans, quoi. Ok, c'est très intéressant. Là, du coup, tu avais commencé pour toi, et ton envie de partage a fait que tu t'es retrouvée... C'est que finalement, quand on a des infos, pourquoi les garder pour soi, c'est pas utile, quoi. C'est très important. Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. J'ai une question un peu
spéciale ou importante pour toi. Comment expliques-tu que ton identité française et musulmane n'ait pas été pour toi une limite, mais que tu aies réussi à quand même tracer ton chemin tout en restant fidèle à tes valeurs? En fait, moi, du coup, je me suis convertie à 19 ans. Ok. Moi, j'ai été toujours très têtue. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Okay. Et quand je me suis convertie, que j'ai commencé à porter le voile, etc., pour moi, très naïvement, ça n'allait rien changer, parce que moi, ça ne changeait rien à la personne que j'étais, aux aspirations que j'avais. Voilà. Pour moi, je me vois toujours comme je suis. Okay. Et donc, il n'y avait pas de raison. C'est même pas une chose à laquelle, en fait, je pensais. C'est j'ai envie de faire ça, je le fais. Tu te lances. Ensuite, on se frotte un petit peu à la réalité, des freins que nous, on nous met. Mais moi, de moi-même, en fait, c'était pas une question de me dire je vais faire ce choix, mais je vais le faire en fonction du fait que je sois musulmane ou autre. Toi, tu ne te poses même pas la question. Voilà, maintenant, oui, avec les années qui passent et la dégradation de la situation, je me pose plus la question, donc on a moins de spontanéité. Okay. Mais avant, c'était quelque chose que j'avais pas. Que tu te posais même pas. Voilà, je me posais pas la question. Ok. Donc c'est très bien que toi, au moment où tu t'es lancé, cette question ou cette limite, tu te la posais pas. Maintenant, aujourd'hui, là, tu as dit par exemple qu'aujourd'hui, cette question, tu commences à te la poser en fonction de la situation. Du coup, la question, c'est si par exemple, c'était aujourd'hui que tu devais te lancer avec ces interrogations, comment tu ferais pour que ça ne soit pas un frein pour toi? Alors en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut... Alors oui, moi, la situation, elle a évolué parce que je suis convertie depuis 25 ans. Oui. La situation des femmes musulmanes, forcément, elle a évolué. Il y a beaucoup plus de choses à prendre en considération. Oui. Ce qui est bien, c'est d'en avoir conscience. Okay. Mais le fait d'en avoir conscience, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner et se dire que de toute façon, on ne peut rien faire. C'est juste qu'on peut avoir un petit peu moins d'insouciance par rapport à la façon dont on va aborder nos projets. Mais donc, du coup, ça va passer peut-être par le fait de s'informer un peu plus, comment se faire épauler, connaître un petit peu plus nos droits, mais sans remettre en question le fait qu'on a une légitimité à aller sur les projets qu'on a envie d'avoir et que... On peut accomplir le maximum, en tout cas se donner les moyens. Après, le résultat ne nous appartient jamais. Mais en tout cas, il ne faut pas que notre motivation elle soit altérée par les difficultés qu'on rencontre de nos jours. Ok, merci beaucoup. C'est une bonne réponse, une magnifique réponse en plus. La prochaine question que j'ai pour toi, c'est à propos de tes valeurs. Tu cites 3 valeurs fortes, c'est le partage, l'envie d'aider et la discipline. Comment ces valeurs s'incarnent aujourd'hui concrètement dans ton quotidien? Alors dans mon quotidien, s'il faut parler de la discipline, forcément on va parler de l'entraînement. Moi, c'est quelque chose, je dirais même pas que c'est de la discipline, c'est un besoin. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Toute l'année. La dernière fois que j'ai pris une semaine de pause, de repos, c'est quand je suis partie en voyage humanitaire. Et pour vous dire, des fois, je prends mes affaires de sport. Là, je me suis forcée. mais c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite et ça vient de mes parents. Moi, c'est des personnes qui sont vraiment un exemple pour moi par rapport à ça. On a toujours eu énormément de discipline. C'est eux qui nous ont poussés vers le sport, qui ont essayé de nous pousser vers l'excellence dans notre travail et qui eux-mêmes sont un exemple de discipline et de travail. Donc c'est quelque chose, on va dire, qui coule un petit peu dans les veines. Et j'essaye de garder ça au quotidien parce que pour moi, c'est important quand on fait quelque chose de le faire bien. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est vrai que le fait d'avoir quand même eu ce passé sportif et au quotidien, c'est quelque chose qui apporte aussi dans les autres sphères qui ne sont pas sportives, parce qu'on le dit souvent, le sportif, il a un mental, une façon de réfléchir et d'aborder les choses qui est assez spécifique. Et c'est pour ça, moi aussi, que je voulais que mes enfants qu'ils fassent du sport depuis tout petit, pas forcément pour qu'ils suivent mes pas, parce qu'après, ils font ce qu'ils veulent, mais pour qu'ils aient cette base... cette base-là. Du coup, tu as beaucoup parlé de la discipline, qui est très importante pour toi. Est-ce que pour toi, cette discipline, ça se déverse dans les autres aspects de ta vie? Forcément, en fait, ça a toujours un impact sur le reste. En fait, cette capacité qu'on a à aller vraiment au bout des choses, quand on a un problème, à essayer de trouver une solution par tous les moyens. Après, moi, j'ai ce mauvais côté que je vais essayer de trouver cette solution par moi-même. Justement, alors que des fois on peut un peu plus s'entourer de l'expérience et des connaissances des gens, mais ça a l'avantage de faire que je ne vais pas baisser les bras. Si je pense que vraiment c'est dans une direction que je dois aller, je vais chercher absolument comment y arriver et je vais me donner les moyens de le faire.
Ok. Et moi, j'ai aussi une petite question là-dessus. Est-ce que pour toi, la discipline et la motivation, c'est la même chose? Non. C'est pas la même chose. Non. Parce que justement, je crois que j'avais vu une de tes vidéos sur le Nouvel An, où tu disais, des fois, au Nouvel An, on a un gros élan de motivation et des fois, ça s'estompe. Tu vois, des fois, on a souvent tendance à confondre les deux. Alors, je pense que la motivation, mais aussi un petit peu la discipline, c'est surcoté. Okay. C'est-à-dire que soit au quotidien, moi je vais prendre l'exemple justement dans le sport ou dans les gens que je suis, c'est beaucoup de remise en forme, forcément les gens qui se mettent au régime, etc. Okay. Quand on a cet élan de motivation, oui, ça peut être au jour de l'an, ça ne suffit jamais, ça dure un temps. Mais en fait, ce qui fait qu'on dure dans le temps, c'est d'avoir quelque chose qui est maintenable à long terme, donc quelque chose qui est adapté, donc avoir un plan d'action et quelque chose qui est réaliste. Donc la motivation tout seul, ça ne suffit pas, et même la discipline, parce que si on est discipliné, mais que finalement ce qu'on fait c'est pas adapté à notre contexte, ça va pas tenir non plus. Donc moi c'est toujours l'idée que oui, ces choses-là elles ont leur importance, mais c'est vraiment pas le plus gros. À 80%, c'est de trouver ce qui est adapté. C'est vraiment ce que tu fais quoi, qui définit l'endroit où tu peux atteindre. Voilà, quoi, et c'est pour ça que ce qui est toujours important dans tout, c'est la compréhension. Comprendre les choses, savoir pourquoi telle chose elle ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire, comment y arriver, établir des priorités et que toujours le plan d'action il soit réalisable et maintenable à long terme. Et donc oui, si on a le petit élan de motivation au début pour nous lancer, c'est bien. La discipline qui fait qu'on se tient plus facilement un plan, mais après c'est toujours, il faut que ce soit faisable. Donc le plan en amont, ensuite la discipline et la motivation. Voilà, après, exactement, dans cet ordre-là. D'accord, merci. Une autre question à propos d'un de tes programmes que tu fais, c'est le programme Ramadan, que tu fais depuis plus de 15 ans. Qu'est-ce que ce projet représente pour toi? Alors ça, c'est mon bébé. Tes enfants, ils ne seront pas contents. J'ai commencé il y a plus de 15 ans. En fait, donc moi, je suis convertie. Et quand j'ai commencé à me convertir, du coup, moi, le mois de Ramadan, on n'avait pas ça. Alors moi, je suis d'origine musulmane, mais on ne le pratiquait pas dans ma famille. Donc du coup, quand j'ai commencé à voir comment certaines personnes jeûnaient et les excès ça c'est vrai que Ramadan et excès, ça pendant le mois de Ramadan, ça devrait pas être le cas. Ça correspondait pas à ce que j'apprenais du fait que c'était un mois de renoncement où justement on allait comprendre la condition des plus pauvres, etc. Je me disais mais moi ce que je vois c'est un mois de fête, de festin et ça correspondait pas. Donc du coup j'ai commencé moi à voir comment est-ce que moi je pouvais bien le vivre, déjà pour que ce soit en accord avec ces principes, mais aussi pour que je le vive bien, que je sois en bonne santé, que j'ai un minimum d'énergie pour pouvoir accomplir tous les actes d'adoration, parce que je voyais des gens qui, pendant qu'ils jeûnaient, travaillaient moins, étaient léthargiques et travaillaient moins en cours ou au travail. Et je me disais, mais c'est pas ça. Et puis aussi, quelle image on donne, même si c'est pas la première des choses qu'on doit avoir en tête. Et donc, du coup, j'ai commencé à creuser un petit peu. Et il y avait un diététicien à l'époque, le docteur Delabos, qui lui avait adapté son régime au mois de Ramadan. Donc j'ai commencé en regardant ce qu'il faisait, je me suis dit c'est pas mal. C'est intéressant. Voilà, et en fonction de sa méthode, j'ai fait un livre de recettes. Il faut savoir qu'au tout début, j'avais un blog de recettes, donc rien de ça, rien à voir. Mais toujours, en fait, dès que j'avais quelque chose, j'avais envie de partager. Voilà, donc j'ai fait un livre de recettes. L'année suivante, j'en ai refait un autre parce que j'avais envie d'améliorer. Et puis petit à petit, je me suis éloignée de cette méthode-là que beaucoup connaissent, qui est la chrononutrition en fait. Et au fur et à mesure que moi, j'évoluais dans mon propre cheminement en termes de santé, d'alimentation, etc., j'ai adapté à moi, à ce que je croyais par rapport à tout ce qui est nutrition. Et donc, presque tous les ans, je faisais une nouvelle version. Tu mets à jour chaque fois. fois. Et puis ensuite, j'ai vraiment... en fait, je ne peux pas me permettre de garder quelque chose pendant plusieurs années. Parce que quand je regarde un livre que j'ai fait l'année dernière, je me dis, comment j'ai fait pour vendre ça il manque tellement de choses et tout. J'avais vraiment envie d'améliorer à chaque fois. C'est toujours comme ça, l'envie de bien faire. Et donc, du coup, sur la version la plus récente, c'est vraiment beaucoup plus complète. Donc, je parle d'alimentation, je parle du sport pendant le mois de Ramadan, je parle aussi d'alimentation prophétique, je parle d'écologie, qui est un sujet qui me tient énormément à cœur aussi, et donc beaucoup aussi d'organisation.
Alors ça s'adresse à tout le monde, mais pour l'organisation, forcément, ça vise un peu plus les femmes qui perdent du temps en cuisine, à chercher ce qu'elles font faire, etc. Okay. Et en fait, l'idée, c'est que si on vivait vraiment de façon physiologique et en fonction des préceptes de l'islam, on vivrait tout avec beaucoup plus de simplicité. Que ce soit dans notre organisation, notre alimentation, on dépenserait moins, on gaspillerait moins. Et donc finalement... c'est simple. Donc tout ça, tu l'as consolidé, tu as essayé de le mettre un peu dans un livre, un bon gros livre de 200 pages quand même. Et en fait, ce que je fais tous les ans avec ça, c'est qu'il y a un challenge où les personnes qui ont mon programme, elles peuvent, si elles le veulent, participer à un challenge où moi, en fait, j'anime un groupe. Et j'aide les personnes à mettre en place, à comprendre, à adapter, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est tout dans l'adaptation. Il faut toujours tout adapter à son contexte, sinon ça ne tient pas. Et les personnes que tu suis en général, tu vois que ça s'améliore, les choses évoluent tout le temps? J'ai énormément de témoignages de personnes qui ont beaucoup mieux vécu leur jeûne. Mais ce qui est encore plus important pour moi, c'est qu'ensuite elles continuent sur la durée et parfois que ça change vraiment l'hygiène de vie de toute la famille. Et ça pour moi c'est important parce qu'en fait il faut que ce soit un tremplin. C'est très bien si j'arrive à faciliter le mois de Ramadan des personnes, mais moi ce que je veux c'est que ça continue, que ça dure après, et que ça soit une habitude pour elles tout le temps, quoi. Et donc c'est un petit bébé et c'est marrant parce que des fois, vous savez, avec les réseaux sociaux, des fois on perd en visibilité, etc. Il y a des personnes qui ne nous voient plus. Et de voir des gens qui reviennent, ah tu sais, moi j'étais là il y a 10 ans, il y a 15 ans, ton programme Ramadan je le suis toujours, et ça touche énormément. Ok. Inch'Allah, moi, peut-être que cette année, moi aussi, je vais faut venir, là, ça y est, parce que c'est très important, tu vois, pendant le Ramadan, en général, surtout comme tu le dis, l'énergie, c'est très important. Des fois, moi, je connais des gens au travail qui, totalement, ils deviennent d'autres personnes pendant le Ramadan, tu vois, ça. Et c'est pas du tout ce qu'il faut. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas prendre l'excuse de jeûner pour se permettre d'avoir des comportements qui ne sont pas appropriés, ou, je veux dire, le travail ou les études, c'est des dépôts. Et on se doit de les mener à bien de la même façon qu'on jeûne ou pas. Quoi. Très bon projet. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. La prochaine question que j'ai pour toi, c'est à propos de ta définition du succès. Pour toi, c'est le fait d'être utile à la société. Ah, mais t'as vraiment bien creusé. C'est ça. Donc, de toute façon, en plus, aujourd'hui, tu nous l'as déjà bien dit, tu vois, ton envie de partage, ton envie d'aider, tout ça. Donc, pour toi, tu mets vraiment un grand coup d'honneur là-dessus. Comment tu définis aujourd'hui cette réussite? Comment tu la vis? En fait, justement, j'avais fait un post par rapport à ça parce que j'ai eu 45 ans il n'y a pas longtemps. Quand on voit les années défiler, on fait un peu le bilan et on se dit « je ne suis pas là où j'aurais voulu être ». Mais souvent, c'est des considérations un petit peu matérielles. Est-ce que je suis là où je voulais être professionnellement, matériellement? Est-ce que j'ai une maison, pas une maison? Enfin, voilà, je donne des exemples comme ça. Et on a vite fait de se dire « oh là là, je suis loin ». Voilà, on a des parcours où c'est pas rectiligne, des fois il y a des petites chutes, etc. Et finalement, en y réfléchissant, moi je sais que là où je vois le plus d'accomplissement, c'est le fait d'être utile aux autres. Et de toute façon, vraiment, on a beau réussir professionnellement, matériellement ou autre, si c'est pas utile aux autres, en fait, ça ne sert, à rien, pas à grand chose. Et c'est pour ça que tu me parlais du partage, tu me demandais pourquoi c'était important, mais moi depuis toujours, j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où j'avais une petite science quelque part, il fallait que je le partage. J'ai donné des cours d'arabe et le Moualim à l'époque, c'était au bout d'un an. J'avais fait qu'1 an. Il m'a dit est-ce que tu veux être professeur? Et pour moi, c'était non. Et en fait, lui, il nous disait si, à partir du moment où tu as une science utile, il faut la partager. Et donc, pour moi, ça a toujours été ça. Même depuis toute petite, je donnais des cours de français aux autres, etc. Et c'est vrai. Quel est l'intérêt de découvrir quelque chose si c'est pour le garder pour soi? Alors, il y a des gens, ils fonctionnent comme ça. Mais non, donc que ce soit dans la nutrition, dans l'organisation. En fait, moi, du coup, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux et les gens qui me suivent depuis le début, j'ai toujours partagé mon évolution, que ce soit en faisant école à la maison, etc. C'était l'idée que on évolue ensemble. Et finalement, je me rends compte que moi, c'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction et de sentiment d'accomplissement. Maintenant, je le fais différemment. Cette année, j'ai pu le faire en faisant de l'humanitaire.
Et là, en fait, je me suis rendu compte que c'est ça. Voilà, c'est vraiment ce que tu veux. C'est vraiment ce qui m'accomplit. Okay. Et c'est pas facile, parce que quand on part en voyage, forcément, on travaille pas, etc. Mais je rentre jamais avec autant de satisfaction et d'accomplissement que quand je rentre de voyage humanitaire. Et cette satisfaction, elle est totalement justifiée, j'ai envie de dire, parce qu'il y a même un hadith d'un prophète qui nous dit que le meilleur des croyants, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Donc, tu es tout à fait dans cette lancée-là et qu'elle te facilite tout simplement. Quoi. Mais du coup, en fait, le fait de se sentir utile aux autres, c'est une motivation aussi pour réussir dans d'autres domaines. Ouais. Parce que on peut se dire, je réussis matériellement, mais pour être encore plus utile financièrement aux autres. Donc du coup, il n'y a pas forcément de contradiction. En fait, c'est juste l'un te pousse à évoluer dans l'autre. Exactement. Et du coup, tout va en ayant la bonne quoi. intention. Parce que inversement, moi, j'ai des personnes qui me contactent en me disant j'aimerais bien faire un voyage humanitaire, j'aimerais me sentir utile. Oui. Et moi, je leur dis mais en fait, nous, quand on va sur place, qu'on ne se trompe pas. Justement, j'ai parlé du syndrome du sauveur blanc. Oui. On n'est pas utile logistiquement. Oui. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on est utile parce qu'on a de la visibilité. Donc en fait, chacun à sa façon peut être utile. Vous partagez, donnez si vous en avez les moyens, ne serait-ce qu'1 euro ou autre. Mais quoi qu'il arrive, d'une façon ou d'une autre, on peut être utile aux autres. Super, merci. Et j'ai une dernière question pour toi. Tu es également très engagée dans la cause féminine. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles qui veulent se lancer, peu importe le domaine, mais qui doutent encore ? Alors, les temps sont durs oui. Pour toutes les femmes et pas forcément les femmes musulmanes. Donc, c'est vrai que moi, je parle beaucoup par rapport aux conditions des femmes musulmanes parce que forcément, c'est apparent. C'est le premier truc, ouais. Voilà, mais en fait, on est tout autant légitime que les hommes et tout autant capable de mener à bien des projets, d'atteindre nos objectifs, on le sait. C'est difficile. Parfois, en tant que femme, on a du mal à trouver l'équilibre, à savoir concilier un équilibre de maman, donc entre le foyer, les projets, etc. On peut avoir de la culpabilité par contre en se disant est-ce que je privilégie l'un ou l'autre. Donc, est-ce que ça fait de moi une bonne mère ou pas? Voilà, exactement. Et après, de toute façon, cet équilibre, il ne sera pas le même pour toutes, à chacune de faire ses choix. Mais vraiment, une fois qu'on a une idée en tête, il faut se donner les moyens, savoir qu'on est capable et légitime de le faire. Et essayer, si possible, de s'entourer. Alors, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, je fais beaucoup de choses toute seule. Mais je sais que c'est toujours mieux d'essayer de s'entourer. Maintenant, il y a de plus en plus de réseaux de femmes qui se rencontrent pour parler de leurs projets, notamment professionnels ou autres. Donc, il y a vraiment la possibilité, ne serait-ce que de bénéficier de l'expérience d'autres personnes, d'écouter les histoires des autres et de se dire « Ah oui, ça résonne par rapport à mon histoire. » On apprend beaucoup de choses. Voilà, du coup, c'est possible. Moi, c'est un peu ce que je faisais sur mes réseaux. En fait, sur mes réseaux, à part maintenant récemment où j'ai eu beaucoup d'interviews, je ne parlais pas du fait que j'étais musulmane ou voilée ou autre, mais simplement le fait de montrer ce que je fais. Ouais, t'es coach sportive. Voilà, de poster mes séances, etc. Voilà, c'était simplement pour montrer que, voilà, moi je suis comme ça, je suis maman solo, j'ai 4 enfants, je fais école à la maison. Malgré tout, je fais ce que je peux. Et en même temps, je montre aussi les moments où c'est difficile parce qu'il ne faut pas idéaliser la chose. Ça ne va pas être toujours tout rose, tout facile. Mais c'est justement de se dire, ah oui, il y a des difficultés, c'est normal qu'il y en ait, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Donc voilà, garder la motivation, s'entourer. Et ensuite, après, l'issue, elle ne nous appartient pas, mais en tout cas, se donner les moyens. Il faut faire le nécessaire. Il faut faire le nécessaire et pas se laisser décourager aussi par les discours qu'on peut entendre autour de soi. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et cet entretien a été très, très instructif pour nous et j'espère qu'il le sera aussi pour les personnes, les femmes et tous ceux qui tomberont là-dessus. J'espère aussi. Merci Sylvie pour ta sincérité, ton équilibre et ton engagement. Tu nous rappelles qu'on peut réussir sans bruit, influencer sans imposer et surtout servir sans chercher à être vu. À vous qui nous écoutez, cherchez l'utilité, la constance et la bonne intention. On se retrouve très bientôt sur M&M pour un nouvel épisode. D'ici là, restez disciplinés, restez sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullah.